Ok, donc on va vous présenter donc à deux voix avec Benoît Smets l'avancement en fait du projet GeoAttack, qui est une collaboration entre le CNRS, le laboratoire de géophysique Léos à Strasbourg, et puis le musée royal d'Afrique centrale à Tervuren, à côté de Bruxelles, en Belgique. L'objectif en fait est de développer un suivi, on va dire opérationnel des aléas hydrogéologiques, donc des mouvements de terrain et puis des crues torrentielles, toutes déclenchées en fait par des pluies, on va dire des pluies extrêmes, avec un focus en fait en Afrique centrale et on verra par la suite un focus en fait sur le Rwanda en termes de démonstration. Voilà, donc on est à peu près à mi-projet au niveau du cadre scope. Donc le contexte et les objectifs du projet, c'est ce développement d'une boîte à outils où on va chercher à croiser en fait différents types d'informations pour détecter ces aléas écogéologiques. L'idée, c'est de pouvoir combiner une approche à la fois de télédétection satellitaire optique, mais avec un traitement qui va se faire systématiquement, je y reviendrai par la suite, et puis une analyse aussi automatisée d'articles de journaux, ce qui est porté là actuellement principalement par les collègues belges pour créer finalement en fait des catalogues d'événements ou des inventaires. Donc avoir à la fois la détection satellitaire, croiser cela avec la détection qui peut être faite par des annonces dans les journaux et des articles, vérifier les lieux, etc. Monter une base de données de localisation plus ou moins précise de ces phénomènes et puis après de faire le lien avec les forçages pour essayer de potentiellement faire des liens avec des seuils potentiels de déclenchement, notamment météorologiques, pour commencer à construire en fait une quantité d'informations pour pouvoir faire de l'aléa, une estimation quantitative de l'aléa et de la prédiction. Alors, donc, je le disais tout à l'heure, en fait, la zone de démonstration, c'est le rift est africain et notamment le Rwanda. Alors, pourquoi en fait ce secteur? On vous présente ici en fait un rapport en fait de 2021 de l'IPCC qui indiquait, en fait, on retrouve les continents, etc. Vous avez l'Afrique qui est ici. Et puis, en fait, il y a des zones, en fait, où on va observer, en fait, des effets du changement climatique et notamment, en fait, une augmentation des pluies qui sont assez importantes. Donc, c'est documenté par des modèles, c'est documenté par des inventaires, c'est documenté par des observations historiques sur certaines zones géographiques. Et le cas, en fait, de l'Afrique centrale, comme beaucoup d'autres cas d'ailleurs, en fait, à l'échelle du monde, est beaucoup moins documenté, alors qu'on sait que ces zones-là, en fait, sont fortement potentiellement affectées en fait par ces changements climatiques. Donc l'idée en fait c'est de pouvoir aider des communautés, des institutions dans ces territoires pour construire, à co-construire avec eux en fait des outils en fait de suivi de ces phénomènes et commencer à construire ces inventaires. Et là, l'imagerie spatiale en fait a notamment en fait tout son rôle à jouer pour construire ces informations. Voilà, donc la motivation, elle est en partie du choix de l'étude et en partie liée à ces aspects-là. Donc, on zoome un peu plus maintenant sur le secteur. Donc, voilà un exemple en fait de la zone d'étude en fait que l'on souhaite étudier en fait à échéance en fait même après le projet, hein, mais on commence en fait par travailler sur le Rwanda. Donc pourquoi ce secteur-là? Parce on observe en fait une forte variabilité spatiale et temporelle des différents aléas, glissements de terrain et coups torrentiels. Beaucoup d'événements par an, beaucoup d'événements répartis en fait sur plusieurs endroits dans le territoire, etc., etc. Souvent des gros événements, voilà, donc il y a plusieurs événements glissements de terrain qui sont déclenchés en même temps par une grosse pluie. Ces glissements de terrain peuvent après alimenter en fait des pluies torrentielles dans les fonds de vallée, etc. Et le matériau se propager un peu plus loin. Voilà, donc l'idée c'est vraiment de pouvoir détecter à la fois la zone source de sédiments et puis la propagation de ce sédiment dans l'espace. Je le disais tout à l'heure, en fait, on a peu d'observations actuellement, peu de bases de données, peu d'inventaires et donc relativement peu de connaissances sur ces phénomènes. Les collègues belges du RSCA en fait ont une activité très très importante en fait dans ce secteur en fait depuis plusieurs dizaines d'années en fait pour commencer en fait à construire ces informations voilà en utilisant différents types d'approches dont l'imagerie satellitaire. Et puis comme je disais tout à l'heure on sait que ce secteur en fait est soumis à une augmentation possible de la fréquence d'événements extrêmes, d'où la nécessité d'autant plus en fait d'accroître en fait la connaissance sur ces phénomènes et de créer ces bases de données.
Voilà. Alors, l'idée, c'est finalement, c'est d'aboutir à ça, c'est d'avoir une boîte à outils un peu multisource, multicapteur et des services web pour un suivi et une détection qui sera systématique, donc en continu. Globalement, en fait, l'idée, c'est de pouvoir faire un screening continu dès qu'une nouvelle image Sentinel-2 est disponible. L'image sera traitée, rentrera dans le pipeline de traitement, en fait, J'ai pas entendu et les questions mais la réponse, oui, pardon. Il y a des gens qui parlent, là, en fait, j'ai de l'écho, en fait, dans mon... C'est bon, c'est réglé, Jean-Philippe. Réglé, pardon. OK, voilà. Donc, voilà. Donc, l'idée, en fait, c'est d'avoir un traitement systématique, donc de traiter, en fait, la donnée Sentinelle en continu et de pouvoir générer, en fait, ces inventaires, en fait, un peu à la volée, voilà, systématiquement dans le temps pour faire ce screening. Donc, vous avez ici un exemple, en fait, de résultats obtenus par un collègue belge, Axel Dines, là, qui travaille en partie sur le projet. Donc, il y a eu un inventaire de référence de plusieurs glissements de terrain qui ont été digitalisés à la main. En fait, fallait un certain nombre de vérités terrain en fait, pour valider un peu l'approche. Et puis, vous avez en fait en parallèle la détection automatique qui a été obtenue lors du prototypage en fait, de la méthode sur le secteur. Avec, bon, voilà, on voit très très bien en fait dans l'imagerie Sentinel-2 en fait, toutes ces traces un peu brunes là qui sont organisées d'une certaine manière, qui ont une certaine taille, qui sont dans les hauts versants et qui se relient progressivement en fait vers les fonds de vallée, qui correspondent en fait à des zones de glissement de terrain et qui sont donc bien détectées à la fois les zones de départ et puis après en fait tous les sédiments qui ont été transportés en fait dans la rivière. Donc l'idée c'est vraiment d'avoir en fait ces deux éléments directement transcrits dans la carte de détection. Alors, la méthodologie, en fait, elle est organisée on va dire en quatre axes de travail. La partie, en fait, mise en place et prototypage du développement autour des données satellitaires pour détecter automatiquement les glissements de terrain et les crues. La partie, en fait, analyse de journaux, notamment, en fait, pour à la fois faire une validation de la détection automatique satellitaire, mais aussi éventuellement pour trouver d'autres événements et compléter, en fait, l'ensemble de l'inventaire. L'idée après, c'est en fait ces deux sources d'informations seront combinées pour réaliser des inventaires qualifiés et puis en fait faire le lien avec des données météorologiques et notamment en fait un certain nombre de données de sourçage qui seront intégrées en fait dans un format de cube de données pour pouvoir après faire des requêtes aisées en fait pour pouvoir associer en fait une quantité de pluie en fait à une localisation d'un événement dans l'espace. Et puis, on travaille en fait avec un certain nombre d'usagers et d'utilisateurs au Rwanda qui vont en fait bénéficier par la suite, via des démonstrations, de l'accès à l'outil et de la possibilité en fait de réutiliser l'ensemble des produits qui sont générés. Alors, le projet, donc, il est à mi-parcours, on va dire, dans le cadre du SCO. On a des choses qui sont finalisées au niveau des produits et des services, et puis on a des choses qui sont encore un peu en fin de développement, on va dire. Un premier aspect a consisté quand même à créer en fait toute une série de bases de données géospatiales de référence qui seront en fait accessibles via la future plateforme de visualisation et des données qui sont utiles directement en fait pour les utilisateurs. Il ne s'agissait pas uniquement en fait de prendre des choses classiques qui existent, hein, de l'on cover global ou bien d'un MNT global, mais d'essayer d'avoir des produits en fait à plus haute valeur ajoutée, à plus haute résolution spatiale, de travailler aussi en fait sur un historique de données que le RMCA avait à disposition, notamment en fait pour mettre en accès aussi des couches de données géologiques. Voilà, c'était encore des cartes en fait qui ont été digitalisées, etc., harmonisées par la suite pour créer en fait une base de données spatiale qui est une couche de référence en fait par la suite pour comprendre un peu la localisation de ces événements. Un deuxième point a été de créer une architecture en fait de base de données sur l'ensemble des forçages climatiques et météorologiques sur le secteur. Donc, en ayant accès soit en fait à des données existantes de différents projets, y compris des données historiques, voilà, pour essayer d'étudier un peu l'évolution du climat en fait sur le secteur
au cours du temps, sous l'angle notamment température et sous l'angle pluie. Donc l'idée, c'est en ayant aggloméré en fait toute une série de sources d'informations, on va pouvoir en fait à terme sélectionner en fait une emprise spatiale ou un pixel, enfin une zone dédiée, et en fait on aura automatiquement en fait accès en fait à la valeur de température dans le temps et à la précipitation dans le temps qui a été observée depuis longtemps, et puis potentiellement après relier ça à l'ensemble des dates des événements qui ont été détectés par le système. Le troisième point, c'est vraiment les développements qui sont liés au prototypage de la chaîne de détection de glissement de terrain et de crues torrentielles. Elle nécessite en fait de travailler en fait sur un formalisme de cube de données. Puisqu'en fait, on va traiter en fait des grosses piles de données Sentinel-2. On a une dizaine en fait de tuiles à traiter sur le Rwanda, mais comme l'idée par la suite en fait est d'étendre en fait cette approche en fait sur d'autres pays du secteur, il faut qu'on réfléchisse quand même à la meilleure manière en fait de gérer ces données, de faire fitter ça en fait au calcul qui est associé, qui sont assez massifs. Voilà. Donc en fait, il y a toute une technologie assez spécifique en fait qui a été mise en place autour de cette technologie de DataCube pour voilà, co-enregistrer l'ensemble des couches finement entre elles, pour faire la transposition en fait du format des données espace-temps vers temps-espace, parce que voilà, il y a des codes de calcul qui sont optimisés en fait pour fonctionner en fait en fonction de cette organisation des données, etc., etc. Voilà, donc tout ça c'est un travail un peu obscur, mais qui en fait est vraiment nécessaire si on veut par la suite passer à l'échelle et avoir un système robuste. Et on a en fait un cube qui va intégrer par la suite l'ensemble des données de base, voilà, donc les bandes d'images satellitaires qui sont utilisées. On aura toutes les séries d'indices spectraux qui sont utilisés pour faire la détection, l'ensemble des données climatiques, la topographie, et en fait toutes les couches de base de référence en fait dont je vous ai parlé tout à l'heure en fait et qui vont servir en fait pour la visualisation et le démonstrateur final. Voilà. Après, on a le service en lui-même de détection thématique. Voilà. Donc, l'idée, c'est de calculer toute une série d'indices spectraux. Donc, vous avez ici des exemples. Là, vous avez en fait le NDVI en haut, enfin le NDVI en rouge en fait, et puis un autre indice SAVI qui est en noir. Et en fait, on va regarder la signature temporelle et l'évolution en fait de ces indices dans le temps. On va cumuler en fait la valeur de ces indices. Voilà, donc vous avez une courbe qui va augmenter ou descendre en fait en cumulant dans le temps ces valeurs. Et potentiellement, quand il y a un gros événement de mouvement de terrain ou un gros changement lié à une crue, on va avoir en fait enfin, une décroissance très très forte, une chute ou une augmentation en fait en fonction du type d'indice, qui va permettre de dater très précisément l'événement et aussi de les localiser spatialement. Voilà, puisqu'on va faire ça en fait à l'échelle de tous les pixels de la zone d'étude. Donc, vous avez ici deux comportements en fait, de signature spectrale entre un pixel qui a été impacté par un mouvement de terrain. Donc, on voit bien en fait dans le cumul la diminution de la valeur des deux indices. Et puis, par rapport à un pixel qui n'est pas impacté, où on observe simplement en fait, un mouvement saisonnier de variation d'indice qui est lié à la végétation. Voilà. Donc, ça permet de détecter ça. Donc là, c'est un exemple sur deux indices. En fait, il y a plus d'indices et en fait, on regarde de manière simultanée l'ensemble de ces indices en fait, pour avoir une fiabilité, une sensibilité meilleure en fait pour la détection. Voilà. Donc tout ça en fait, ça a été prototypé par le collègue Axel Dines en Belgique. Ça a été ensuite opérationnalisé d'un point de vue calcul, automatisation, etc. Et ça tourne en fait sur un centre de calcul au niveau de l'Université de Strasbourg. Et puis, bah voilà, il y a tout un travail, je ne vais pas détailler ça, mais il y a tout un travail en fait qui a été fait sur justement la technologie de données et la manière en fait de gérer ces gros volumes de séries temporelles pour optimiser au maximum en fait à la fois le volume que ça prend, que ça passe en mémoire, que le calcul soit vraiment optimisé, toujours dans la logique par la suite d'étendre la zone d'étude.
Et voici un autre exemple après, qui n'était pas cette fois-ci un exemple de prototypage, mais un exemple, enfin, on va dire un peu opérationnel d'utilisation de la chaîne sur le Rwanda, avec un traitement, on va dire, totalement automatisé. Donc, on retrouve le même type en fait de graphique, hein, pour vous montrer l'exemple. Un grand glissement de terrain, la zone impactée ici, on retrouve en fait la diminution. Voilà. Et puis, les zones non impactées, en fait, on observe la variation, on va dire, annuelle en fait de végétation et de variation annuelle en fait, de la valeur de l'indice. Voilà. Donc, ce qui nous permet par la suite ben, voilà, de détecter de manière assez fine, temporellement et spatialement, les pixels qui sont affectés par ces événements. Donc voilà pour la partie satellitaire. Après, il y a la partie, on va dire, web scrapping, et je laisse la main aux collègues belges. Merci Jean-Philippe. Arrêtez-moi s'il y a des problèmes audio. Le web scrapping, c'est l'outil que l'on est en train de développer pour pouvoir extraire de l'information dans les médias en ligne. Donc c'est vraiment l'idée, c'est d'être complémentaire à la partie télédétection et obtenir des informations qui permettent de valider ce qu'on a dans la télédétection, comme Jean-Philippe l'a dit. Ça peut venir aussi comme un input qui permet de cibler en fait au niveau télédétection une zone bien précise si on a un gros événement. Et voilà, donc c'est vraiment un outil complémentaire plus qu'un outil principal. Alors, l'outil est en développement dans le cadre d'une thèse de doctorat, la thèse de doctorat de Bram Valkenburg à l'Université de Bruxelles. Comment fonctionne cet outil? En gros, on utilise ce qu'on appelle des Large Language Models. Il y en a un qui est très connu, c'est GPT, qui est utilisé dans le cadre de ChatGPT. Il y en a d'autres, notamment on utilise nous BERT, qui permet d'analyser les textes et en extraire des informations. Alors, il y a différentes étapes. La chaîne de traitement est très complexe et très diversifiée. Mais en gros, il y a trois niveaux de traitement. Un, d'abord, on filtre les articles, on regarde chaque paragraphe séparément et on trie ces paragraphes. Sont-ils associés, parlent-ils d'aléas hydrogéologiques ou non? C'est déjà une première un premier filtre qui nous permet de garder uniquement ce qui parle d'aléas hydrogéologiques. Ensuite, on les classe par type de désastre. Donc, l'idée, c'est de savoir de quoi on parle dans ce paragraphe en termes d'aléas. Et enfin, dans chacun de ces paragraphes, on va essayer d'extraire des informations utiles qui rentreront dans la base de données. Donc, c'est quand cela s'est-il passé, où cela s'est-il passé et quel est l'impact que l'on peut obtenir donc, dans le texte. Jean-Philippe, tu peux passer au slide suivant. Merci. Et donc, en fait, l'outil qui est toujours en développement, on va l'appliquer à deux échelles, l'échelle globale et l'échelle locale. Pourquoi? En fait, on a plusieurs personnes qui sont intéressées et il est plus facile de développer l'outil à l'échelle globale en regardant des bases de données globales. Donc on essaie de se focaliser sur les deux aspects, global, donc à l'échelle vraiment mondiale, et local avec un démonstrateur sur le Rwanda. Alors, il est clair que les sources d'informations que l'on utilise ont une grande importance. On est en train de développer l'outil en utilisant l'accès à la base de données du The Guardian, qui est vraiment un journal qui est un journal anglais. Et donc, on a des biais liés à la source. Et comme vous pouvez voir sur la carte ici, en tiré, vous avez entouré trois zones dans le monde où on a la majorité des événements qui ont été détectés par l'outil de web scrapping. Et en fait, c'est un biais lié au Guardian. On parle principalement, évidemment, du Royaume-Uni, des États-Unis et de l'Australie et de la Nouvelle-Zélande. Donc, on est vraiment dans les pays anglo-saxons en priorité. Donc il y a vraiment une nécessité de venir diversifier les sources pour pouvoir quelque chose de plus global et de mieux distribuer dans le temps et l'espace. On a aussi des difficultés de localisation parce que parfois dans le texte, c'est pas précis. C'est la même chose, oui, c'est vraiment la même chose tant pour la localisation spatiale que temporelle. Ça s'est passé hier, c'est pas la même chose que de donner une date précise. Ça s'est passé dans telle région, ce n'est peut-être pas assez précis pour avoir une idée de où ça s'est exactement passé. Ici, c'est un exemple qui relie un peu le projet Simopolé, donc avec le cyclone Idai.
où vous voyez en fait la différence entre ce qu'on arrive à géocoder en rouge, donc vous voyez le petit encart sur la droite, et à ce qu'on a pu faire en le faisant manuellement. Donc on voit que il y a quand même certaines limites et certaines difficultés dans le traitement des images. Mais en gros, si on augmente les sources et qu'on a un grand nombre de paragraphes et d'articles, en filtrant, on perd peut-être parfois de l'information par des filtres automatiques, mais au final, en additionnant différents paragraphes et différents articles, on arrive vraiment par effet de masse, en fait, à obtenir des données relativement précises qui permettent de venir compléter en fait la base de données qu'on veut faire sur base de la télédétection. Pardon, de la télédétection. Voilà. Voilà, merci. Et donc, je vais finir la présentation en vous présentant ce qu'on souhaite faire au niveau du démonstrateur final, qui pourrait ressembler en fait à quelque chose qui est présenté ici. Voilà, donc on aura en fait accès à toute une série d'informations et on va pouvoir requêter pixel par pixel en fait pour avoir l'accès à l'information et éventuellement avoir les séries temporelles quand il y a un côté dynamique, hein, notamment pour les données météo ou certaines valeurs d'indices spectraux. Voilà, donc des couches avec l'ensemble des informations de base, de référence, géologie, inventaire des glissements qui sont existants, passés, mais aussi en fait le nouvel inventaire en fait qui va être mis en place via la détection systématique. L'accès en fait à plusieurs sources de données météorologiques en lien avec le formalisme DataCube météo dont je vous ai parlé tout à l'heure. L'information aux variations d'indices spectraux dans le temps à l'échelle du Rwanda, et puis potentiellement la possibilité d'avoir d'autres couches d'informations en lien avec d'éventuelles demandes d'utilisateurs par la suite au niveau des collègues du Rwanda. Voilà. Donc, alors où on se en est dans le projet, je disais tout à l'heure qu'on était à peu près enfin, on est à mi-projet, voilà, en phase en fait de plus ou moins finalisation en fait de la solution technique. On a en fait des résultats très prometteurs sur la partie télédétection satellitaire, voilà, avec un code qui commence à être très robuste, voilà, qui a été testé en fait sur beaucoup plus d'événements que les événements que je vous ai présentés là dans le cadre de cette présentation. Sur la partie web scraping, en fait, voilà, je pense que la méthodologie elle est efficiente en fait. La problématique elle est vraiment sur la diversité des sources. En lien en fait avec des journaux du Rwanda aussi, etc., pour profiter vraiment en fait à la demande locale. Certains des algorithmes et des services ont été validés et testés sur des environnements de production. Voilà. Donc, il y a encore une phase de passage à l'échelle qui est en train d'être mise en place pour voilà, pouvoir traiter en fait et anticiper le traitement sur des zones encore plus étendues que celle du Rwanda. Voilà. Les specs des produits ont été définis. On a une architecture des données, de produits et de métadonnées qui est définie aussi. On est dans une logique totalement en fait de notre côté open science. Hein. Donc voilà, donc on va pouvoir diffuser les inventaires générés de manière open source. En fait, c'est l'objectif. Et puis après, ce qu'il nous reste à faire, c'est la partie notamment démonstrateur de visualisation. Donc, on va commencer à travailler à ces aspects-là à partir de l'été. La maquette, elle est un peu en cours de discussion avec les différents utilisateurs pour savoir en fait comment visualiser les différentes couches d'informations, voilà, quels sont les outils de base en fait nécessaires et les requêtes qui devraient être intégrées dans la maquette. Et puis la production systématique, on va dire à plus grande échelle, va être déployée là à partir de l'été aussi, en fait, dans le cadre d'un accord avec le Grand Centre de calcul CINES à Montpellier. Ça se fait dans un cadre on va dire, infrastructure de recherche de Datera, qui va permettre en fait de faire ce passage à l'échelle. Voilà. Dans le cadre voilà, on a aussi identifié toute une série de communautés utilisatrices avec des institutions et des organismes au Rwanda. Vers lesquels en fait voilà, les produits et le démonstrateur et l'accès au service sera présenté. Il y a un intérêt d'application qui est important sur d'autres territoires d'Afrique centrale, hein, notamment en République démocratique du Congo, au Burundi, en Tanzanie. Cela intéresse aussi fortement la communauté internationale qui travaille sur les aléas hydrogéologiques dans le cadre de différents réseaux globaux de la communauté, on va dire, gravitaire géomorphologique. Et d'autres communautés utilisatrices, en fait, comme le CRED, en fait, qui maintient en fait une base de données mondiale sur en fait tous les événements et les désastres naturels. Voilà, donc ils sont en particulier intéressés par la partie web scraping pour essayer en fait d'améliorer et
et d'avoir en fait une complétude plus importante de leur détection. Voilà. Et au niveau en fait de la mobilisation de ces différentes communautés utilisatrices, on proposera en fait toute une série de webinaires dédiés, mais plutôt en fin de projet en fait, quand l'ensemble des chaînes de traitement et le démonstrateur sera totalement opérationnel pour, euh, pour motiver en fait les utilisateurs à utiliser ce projet et puis envisager en fait la suite, les prochaines étapes en fait avec des traitements en fait potentiellement sur d'autres secteurs. Voilà, merci pour votre écoute. C'est d'étendre cette capacité de réaliser ces inventaires à une échelle quasi continentale en fait. Hein, voilà, Ouais, c'est ça. donc, je pense que technologiquement, va plus y avoir de gros enjeux, voilà. Sauf le calcul, voilà, et trouver les bons endroits pour faire tourner ce calcul et éventuellement trouver les ressources pour payer ces heures de calcul, voilà. Et après, il y a quand même un travail de qualification des inventaires qui seront générés. Sur lequel il faudra réfléchir, voilà, surtout à ces échelles-là. Voilà. Mais oui, mais technologiquement, en fait, voilà, on peut passer à l'échelle, je pense, de manière assez aisée. J'ai une autre question, si d'autres n'en ont pas. En fait, il y a donc une grande plateforme hein, qui s'appelle le Digital Earth Africa, qui rassemble tout un ensemble de données sur l'Afrique, etc. Bon, c'est une très grosse infrastructure. Je voulais savoir si vous aviez des interactions. Alors, c'est pas français, hein, le Digital Earth Africa. Mais on en avait, enfin, ils étaient présents en tout cas à la conférence Géo là, en Afrique du Sud. Ils sont vraiment très présents. C'est une forme de, je crois que c'est une association. Enfin, il faudrait vérifier. Mais je voulais savoir s'ils sont au courant, si vous avez des interactions avec, ou est-ce que et au niveau institutionnel rwandais également, on sait que nous, voilà, on les voit de temps en temps. Je sais qu'ils sont en lien avec Expertise France de temps en temps aussi. Voilà. Est-ce que vous avez des informations en fait sur ces Non, interactions alors sur le projet sur- lui-même? avec Digital Earth Africa, non, on n'a aucune connexion. Bon, avec les partenaires rwandais, on les a cités, donc on discute avec eux. Après, il y a effectivement des travaux peut-être à mener avec la mise en place voilà, enfin, de l'infrastructure de données géospatiales qui va se monter progressivement au Rwanda. Mm. Avec certainement le support du CNES. Hein, voilà, voilà, donc là, il y a certainement des couches d'informations qu'on a générées, voire des services qui pourraient être utiles. Voilà, donc à maturer tout ça. D'accord. Peut-être Oui, rajouter, non, il y a rien de plus concret que cela pour l'instant. je peux te rajouter quelque chose à ce niveau-là. Récemment, le musée d'Afrique centrale en Belgique, donc, qui est un institut scientifique fédéral, ce n'est pas qu'un musée, c'est aussi un institut de recherche, a été contacté par Digital Earth Africa, mais plus pour des aspects purement géologiques, vraiment des informations de couches géologiques de base, type de roche, lithologie, vraiment carte géologique de manière générale. Il y a eu une brève discussion sur la possibilité de fournir plus que ça, mais c'est des discussions qui sont en cours. Donc, il y a possibilité, évidemment, de développer des projets euh, avec Digital Earth Africa. Oui, voilà, et puis il y a une initiative aussi sur les grands lacs africains, là, en fait, avec le GRC. Enfin, voilà, bon, il y a des choses qui sont connexes, en fait, hein, sur lequel Oui, oui, certainement je sais bien. il faut Oui, construire oui, des bien choses. sûr. Hein. Voilà, il y a tout D'accord, ça ouais. aussi. Hein. Donc, Super. je crois que Linda est au courant aussi. Hein, ces aspects. Ouais. Oui, oui, tout à fait. Oui. On a eu des échanges avec le JRC sur leur projet, effectivement, sur les lacs de Tanganyika, Kivu. Et donc, effectivement, il y a des connexions aussi par ce biais-là. Hmm. Y a-t-il d'autres questions? Moi, j'ai peut-être, pardon, c'est encore Linda, j'ai peut-être une question. C'est est-ce qu'il y aurait un intérêt à aussi croiser avec des données de population, enfin, d'implantation de... Oui, oui, si, oui, bien sûr, oui, pour aller vers du risque et puis de la résilience. Oui, oui, enfin, oui. Enfin, c'est vrai qu'on est resté très aléa-centré là pour l'instant, mais effectivement, je pense que c'est pas forcément un gros effort de rajouter ces couches
dans le cube. Vous pouvez voir un peu ce qui existe vraiment enfin, d'utile, quoi, et réellement, on va dire, côté Rwanda. Mais oui, je note ça, c'est une bonne remarque. Ok, merci.